Bonjour auditeurs, auditrices, bienvenue au Centre Socioculturel Audrey Barthier pour notre premier podcast. Je suis Claude et j'animerai cette rencontre avec mes invités que je les remercie de leur présence. Pour cette première, nous allons débattre sur le sujet l'addiction aux écrans chez les jeunes et les enfants. Un phénomène de société où de nombreux parents s'interrogent et s'inquiètent sur les répercussions à l'avenir sur leurs enfants et les ados. Pour répondre à nos interrogations, nous accueillons Janine Busson, présidente de l'association Enfants Télédanger, une association très engagée qui fête cette année ses 30 ans. Bonjour Janine. Bonjour Claude. Afin que ce podcast soit très enrichissant, nous accueillons Audrey Masson, une habitante de Wimereux et maman de 2 enfants. Bonjour Audrey. Bonjour Claude. À mes côtés, Céline Devilla, coordinatrice réseau parents 62 du Boulonnais. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Ali El Mabrouk, éducateur de rue. Bonjour Ali. Bonjour. Et enfin, Théo Lebrun, notre médiateur numérique, et qui n'aura pas la parole, mais assurera dans l'ombre la technique et la com. Bonjour Théo. Bonjour Claude. Janine, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter et surtout ton combat? Merci Claude. Eh bien moi je m'appelle Janine Busson, Paude, et j'étais une institutrice d'école maternelle. En 1994, j'ai appris une nouvelle qui m'a complètement bouleversée. C'était le meurtre d'un enfant de 5 ans, par 2 enfants de 5 ans, qui avaient vu cette scène la veille à la télévision. Et ça m'a complètement déclenchée parce que je faisais déjà une initiation à la gestion de la télévision à l'école, à l'époque. Mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser regarder n'importe quoi des enfants, que notre responsabilité était entière. Et qu'il fallait qu'il y ait une signalétique à l'écran qui prévienne les parents de la présence éventuelle de violence. J'ai donc lancé une pétition qui a recueilli 21 000 signatures sur 1 an et demi. C'était incroyable, il n'y avait pas Internet. On faisait les supermarchés le samedi et on faisait signer les gens. Donc cette signalétique, je l'avais présentée au Sénat en mars 96. Au Congrès des femmes responsables, et c'est le CSA qui en a mis en place une qui n'y ressemblait pas à la mienne en octobre. Souvenez-vous, c'était le rond vert, le triangle orange, le carré rouge et la croix violette. Alors le rond vert trompait tout le monde puisque c'était déjà l'ancêtre du -10, donc il y avait déjà des scènes susceptibles de heurter les enfants. Je me suis battue pour que cette signalétique évolue et nous avons réussi en 97 à la faire. Le rond vert est devenu bleu. Et puis, je demandais aussi que cette signalétique, elle soit claire, compréhensible par tous et permanente. Et en fait, en 2002, j'ai obtenu, je n'étais pas toute seule évidemment, avec le rapport de Blandine Grigel, que la signalétique soit chiffrée. Le -10, -12, -16 et -18. Mais le -10 n'était toujours pas permanent, il est devenu le 12, 12, 12. Et ça, c'est une victoire d'Enfance Télédanger. Alors, je précise qu'il y a un point d'interrogation au bout d'Enfance Télédanger, parce qu'on pose la question. Alors, je précise que notre association n'est pas contre la télévision et qu'elle n'est pas contre les écrans, ce que certains de nos détracteurs affirment. Je précise que notre association est contre les violences sur les écrans. Elle est contre aussi l'exposition précoce aux écrans. Et elle est aussi contre une surexposition aux écrans. Ce sont les 3 fléaux des écrans. Alors ces écrans, évidemment, ils sont formidables. On est tous d'accord et ils nous rendent de grands services. Mais ils sont tellement addictifs qu'ils doivent être limités dans le temps et que leur contenu aussi doit être régulé. Ce sont des mangeurs de temps. Les écrans, ils nous attirent, ils nous captivent et ils nous capturent. Ils nous isolent aussi. Alors quels sont les chiffres de consommation, d'exposition aux écrans? Et là, je vais reprendre des chiffres de 2003 qui étaient donnés par le syndicat national de la publicité télévisée. C'était 3h14 pour les 4-14 ans et 3h51 pour les plus de 14 ans. Et maintenant, nous avons des études qui nous disent, l'étude ELF, 1h09 pour les 0-3 ans. Il y a une autre étude, par contre, qui émane de l'UNAF et de Open, et elle nous dit ceci, écoutez bien. Les 0-2 ans, c'est déjà 3h11 d'écran. Les 3-6 ans, c'est 3h40. Les 7-10 ans, c'est 4h40.
Les 11-14 ans, on était à 3 heures, souvenez-vous, 3h51. On est à 8h30. Et les 15-17 ans, on est à 10 heures. Voilà. Alors, quels sont les écrans qui sont consommés par les enfants? On sait que les plus petits sont surtout devant la télévision, pas forcément directement vers eux, mais une télévision passive qui est aussi dangereuse que l'autre. Après, on arrive aux jeux vidéo, après on arrive au smartphone, et on arrive à Internet, on arrive aux réseaux sociaux. Voilà. Alors, que font les écrans? Eh bien, quand il y a les écrans, on ne se parle plus, on ne se connaît plus, on ne se confie plus, on ne partage plus, on ne rit plus ensemble. Et ça, c'est catastrophique. Chacun devant son écran est finalement bien seul. Il y a donc des impacts sur le développement du cerveau. S'il n'y a pas de langage, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'expérience, eh bien, l'intelligence de l'enfant ne se développe pas. On sait qu'il y a une baisse régulière des résultats scolaires à partir de une demi-heure d'écran seulement. À partir de 2 heures d'écran, il y a une baisse prononcée. Et au-delà de 4 heures, la moyenne chute d'une classe. Et cette étude a été faite en Amérique en 2014 sur 3 ans et sur 46 000 familles. Il y a aussi des impacts sur le comportement au niveau des contenus que les enfants reproduisent. Ce sont des éponges, les enfants, ce sont des imitateurs nés. Au-delà de 3 heures par jour, le risque de commettre un acte violent est multiplié par 5. Donc on voit bien maintenant la société violente que l'on a après près de 40 ans d'imprégnation à la violence sur les écrans. Donc les limites s'imposent. Surtout, pas d'écran avant 3 ans, voire 6-7 ans, parce qu'il faut laisser aux enfants le temps de faire toutes les expériences nécessaires à leur développement et à leur épanouissement aussi. Et puis une petite règle, c'est pas plus d'1 heure par âge et par semaine. Donc à 7 ans, ce serait 7 heures par semaine, c'est-à-dire pas plus d'1 heure par jour. À 14 ans, 2 heures par jour. Si on respecte cette règle, les écrans ne sont pas nocifs. Eh bien, c'est très intéressant tous ces chiffres, hein. On en prend un peu conscience de tout ce que vous avez dit quand même. Moi j'ai une petite question, Janine, pourriez-vous définir la cyberdépendance et ses manifestations chez les personnes? Alors pour moi, la cyberdépendance, c'est l'attachement à un produit auquel on ne peut résister. La dépendance en général. C'est une obsession à ce produit qui annule tout le reste. Tout le temps est absorbé par l'écran au détriment de la relation aux autres, à la famille, au sport, aux loisirs, à l'école. Les résultats scolaires chutent. Il y a un désintérêt pour l'école et puis il y a aussi un mal-être. Et l'enfant dégringole de plus en plus. Il s'enferme dans sa chambre. Certains parents lui apportent à manger son repas dans la chambre. Et on voit des enfants qui ne sortent plus de chez eux. Des enfants très dépendants ne sortent plus de leur chambre. Ils sont sur l'écran jour et nuit jusqu'à l'épuisement. On a bien compris que l'enfant s'isole complètement et qu'il néglige tout le reste. J'ai des chiffres de 2015. Un élève sur 8 ferait un usage excessif des jeux vidéo, soit 3 élèves par classe. Et ce sont des chiffres de 2015. Voilà, à partir de 3 heures par jour, c'est toujours le chiffre fatidique, c'est 3 heures. À partir de 3 heures par jour, il y a le risque de dépendance. Alors, je voudrais vraiment mettre en garde les parents qui laissent la télévision allumée, justement, et qui ne se rendent pas compte qu'il va y avoir une dépendance, forcément, et que l'enfant va être empêché de jouer parce qu'il va jouer, mais il va être distrait par un bruit ou par une lumière, et il va s'arrêter de jouer, il ne va pas continuer son jeu, il va être sans cesse séquencé de cette manière, mais aussi dans sa relation aux parents, quand il leur parle, quand il y a une conversation, c'est toujours coupé par la télévision. Vous savez, même quand il y a une télévision, que l'émission ne nous intéresse pas, on est tous fixés sur l'écran. Donc la télévision allumée en permanence, c'est vraiment une catastrophe. Une autre catastrophe, c'est le smartphone, que des parents tendent à leur petit pour le calmer, paraît-il. Mais très vite l'enfant, mais très très vite, l'addiction, elle se fait presque spontanément et elle est extrêmement forte. Donc je donnais l'exemple, c'est une amie institutrice d'école maternelle de Lyon qui me disait, maintenant les enfants à 2 ans, ils arrivent dans une poussette, avec la tétine, avec la couche, et avec le smartphone. Et à partir de là,
Que fait-on avec ces enfants à l'école maternelle? Alors, par rapport au degré d'addiction qu'entraînent les écrans, une psychologue anglaise, j'ai oublié son nom, nous a dit que l'addiction aux écrans, elle est plus forte que celle au sucre ou au chocolat, à l'alcool ou au tabac, à la cocaïne. L'addiction aux écrans est plus forte que l'addiction à la cocaïne. Voilà ce que je vous dis sur la cyberdépendance aux écrans. Eh bien, très belle analyse, Janine, pour toutes ces informations qui sont très importantes. Moi, je voudrais rebondir sur une autre question. Pour moi, quelles répercussions l'usage excessif des écrans peut-il avoir sur la santé physique, mentale, chez les enfants et les adolescents? Disons que je pense, par exemple, admettons, en termes sur la vision, le sommeil, par exemple. Eh bien, effectivement, il y a un impact énorme sur la vision. Et il y a une étude australienne de 2012 qui prédisait qu'en 2030, la moitié de la population mondiale serait myope. Alors, pourquoi myope? En fait, les écrans, quand on est devant un écran, on est à 30-40 cm. Donc, plus on passe de temps devant l'écran, plus notre cerveau s'habitue à cette vision de près, au détriment de la vision de loin. Donc, l'accommodation de nos yeux qui se fait normalement, naturellement, eh bien, elle est plus paresseuse parce qu'elle n'est plus exercée. Donc, le cerveau qui cherche toujours à utiliser les pratiques les moins énergivores, eh bien, il va favoriser la vision de près. Donc, on va devenir myope. Voilà. Et puis, on met en garde aussi sur le fait que les enfants ne vont plus... Donc, les enfants sont atteints par cette myopie de plus en plus souvent, de plus en plus jeunes, mais ils vont aussi de moins en moins dehors. Or, la lumière extérieure est bonne pour les yeux. Et d'ailleurs, il est préconisé pour les personnes qui sont beaucoup devant les écrans, toutes les 20 minutes, il faudrait regarder au loin, justement, pour faire cette gymnastique d'accommodation. Il faut dire aussi que la lumière bleue des LED, elle a un impact aussi, elle abîme les yeux déjà, mais elle a un impact aussi sur la mélatonine. Et au bout de 2 heures d'écran, le taux de mélatonine chute de 20%. C'est pourquoi il est vraiment recommandé de ne pas regarder d'écran 1h30 avant le sommeil. Voilà pour la vision. Et pour le sommeil, eh bien oui, le sommeil a énormément diminué chez les enfants. On parle de 2 à 3 heures, peut-être plus. Et les enfants, même les ados, devraient avoir 10 à 11 heures de sommeil parce qu'ils sont en pleine croissance. Donc c'est dramatique, mais même beaucoup de petits-enfants n'ont pas assez de sommeil. Il y a les télévisions qui sont dans les chambres et les autres écrans, donc les parents ne surveillent plus, pensent que les enfants s'endorment et puis ils rallument. Il y a des enfants qui jouent aux jeux vidéo la nuit. Et tout ça, ça a un impact énorme parce que pendant le sommeil, en fait, notre corps se guérit. Le corps grandit aussi des enfants. Mais le cerveau fait aussi un autre travail. Il trie les informations de la journée. Il les sélectionne. Il stocke des souvenirs. Et voilà. Et aussi, on dit que la nuit porte conseil et qu'un bon sommeil, c'est nécessaire souvent pour résoudre des problèmes qu'on n'a pas réussi à gérer dans la journée. Donc le sommeil, c'est primordial et il faut vraiment donner ce goût aux enfants de dormir tôt et de bien dormir parce que c'est là où on puise la santé, la force et la bonne humeur aussi. Et justement, par rapport à ce que vous avez dit, je me pose aussi cette question-là. Existe-t-il un lien entre l'exposition précoce aux écrans et des troubles? Je pense par exemple à, mettons, l'obésité ou les retards de langage, par exemple. Alors, je vais parler d'abord des retards de langage. C'est évident. C'est évident. En fait, les enfants sont ligotés par les écrans. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'expérience d'explorer le monde avec leurs mains, avec leur corps, avec leurs 5 sens. Ils ne peuvent pas comprendre l'expérience naturelle, les lois de cause à effet. Par exemple, je pousse ce papier, eh bien, il va s'envoler et là, la feuille va prendre des formes, elle va tourbillonner, elle va s'aplatir sur le sol. C'est quelque chose. Par contre, si c'est un verre d'eau, le verre d'eau, l'eau va tomber, va mouiller, le verre va faire du bruit ou va se casser.
l'enfant apprend plein de choses en permanence quand il est dans la vie réelle. On n'a pas forcément besoin de lui apprendre. Il découvre lui-même plein de choses et il comprend la loi de cause à effet. Et s'il est devant un écran, il ne comprend rien. Donc, au niveau mathématique, c'est primordial. C'est pour ça qu'on a des enfants qui maintenant ne comprennent plus rien. Mais aussi, ils n'ont pas assez manipulé les choses. Donc, au niveau des nombres, au niveau de tout, les manipulations de sable ou d'eau qui apprennent, il y a une grosse quantité, une petite quantité. Voilà, ce sont en fait des notions mathématiques qu'il ne va pas préparer. Donc, on a des problèmes comme ça qui sont gravissimes parce que les enfants n'ont pas fait d'expérience. Et puis aussi, quand ils sont devant l'écran, ils ne sont pas suffisamment accompagnés par la parole bienveillante et attentive des parents qui peuvent répéter, qui peuvent donner en écho ou commenter ce que l'enfant fait, enrichir leur vocabulaire. Donc ils se privent évidemment de trop de choses. Et puis surtout, il faut garder à l'esprit que les enfants ont surtout besoin d'exister dans le regard de leurs parents. Un enfant qu'on ne regarde pas, c'est un enfant qui n'existe pas. Et l'écran ne renvoie pas ce regard. Voilà, parce que c'est à travers ce regard que se transmettent l'amour, la confiance, les repères indispensables à un développement harmonieux. Alors je rebondis sur l'obésité parce que c'est un problème qui est en train de courir, qui augmente à vitesse grand V. La sédentarité n'est pas naturelle chez un enfant. Un enfant est fait pour bouger, pour courir, pour sauter, pour grimper, pour ramper, pour faire des tas de choses. Normalement, il ne tient pas en place. Il ne demande qu'une chose, c'est aller dehors et courir. Et avec les écrans, eh bien, il devient prisonnier. Il devient prisonnier et il ne bouge plus. Donc son corps est mou. Hein. Les artères sont mous. Il y a de graves risques de diabète précoce et d'infarctus à 30 ans pour des enfants qui ne bougent pas. Parce que le corps ne bougeant pas, la circulation, le cœur ne pompe pas le sang, ne fait pas circuler le sang dans le corps, donc ne le nettoie pas non plus, ne l'enrichit pas non plus. Et les vaisseaux restent mous et fragiles. Et le cœur aussi reste fragile. L'enfant ne se développe pas normalement. C'est vraiment une catastrophe. Et les cardiologues disent regarder la télé, bien plus dangereux que de faire des chutes ou de se faire mal en vélo ou de se casser une jambe. C'est bien plus dangereux en fait sur le long terme. D'accord. Je vois que Audrey a une réaction, peut-être une question à vous poser. Audrey, tu as quelque chose à dire ? Oui, j'avais une question. Donc, quel rôle les parents jouent-ils dans l'encouragement d'une utilisation saine et responsable des écrans par les enfants et adolescents ? Alors ça, c'est le nœud du problème. Parce qu'en fait, les parents, ce sont des exemples. Et même si on donne de bons conseils aux enfants, mais que nous-mêmes, on fait l'inverse, les enfants ne seront pas dupes. Donc, si on veut que nos enfants soient raisonnables par rapport à la consommation d'écran, il faut que nous-mêmes, nous montrions l'exemple. Par exemple, on regarde un bon film, et puis après on dit, on ferme maintenant. Maintenant, on fait autre chose. On choisit aussi ce que l'on veut regarder. On choisit quelque chose de bien pour passer un bon moment. Et là, l'écran est formidable. Mais on n'est pas... pousse un bouton parce qu'on a peur d'être tout seul et que ça fait une présence. Je sais que ça comble des solitudes. Hein. Je vois les personnes âgées, etc., qui ont absolument besoin de cette télévision. Mais quand on est actif, qu'on a des enfants, il faut mieux éviter. On a tellement de choses à faire avec nos enfants et dans la maison de toute façon il faut faire attention à nos pratiques et voilà, savoir s'arrêter, savoir se dire j'ai regardé cette émission, est-ce que j'étais content, est-ce que j'ai fait un bon choix, parce que des enfants quelquefois disent j'ai regardé ça mais c'était nul. C'est dommage d'avoir perdu son temps à regarder quelque chose de nul. Donc c'est cet esprit critique, dire aux enfants tu as aimé, pourquoi tu as aimé, c'était bien, ça t'a apporté quelque chose, tu regarderas la même chose ou c'est très important de savoir choisir ce que l'on regarde. Comme ça, le temps est bien occupé. D'accord, je vous remercie. J'avais justement encore une petite question. Comment les parents peuvent-ils agir face à un usage nocif des écrans chez leurs enfants ? Alors, je reviens sur cet exemple. Et donc, en tant que parent, le mieux, c'est de commencer
très tôt avec les enfants. Tout petit, il faut déjà avoir une pratique saine. Alors là, je vais vous lire mes 7 trucs chouettes pour gérer l'écran avec astuce. Ils datent de 1997, mais vous verrez, je crois qu'ils n'ont pas vieilli. Alors, quand l'enfant est petit, regardez ce que votre enfant regarde. Choisissez pour lui. Plus grand, vous choisirez avec lui. Éduquez-le au choix. Pourquoi aime-t-il ou n'aime pas? Aiguiser son jugement. C'est très important aussi dans sa relation avec les autres. Hein. Tu es avec ce copain, il te fait du mal, pourquoi tu es avec lui? Bah non, choisis un bon copain. Hein, choisir le meilleur dans la vie, c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Développer son esprit critique. Oui, les émissions qui sont enrichissantes ou alors les émissions qui nous font du mal, qui nous abîment, qui nous dégoûtent. Eh bien, celles-là, il faut les éviter. Mais il faut vraiment mettre des mots là-dessus. Par exemple, si on voit quelque chose de choquant à la télévision, faut pas rester passif. Faut dire à l'enfant, tu vois, normalement, à cette heure-ci, ils n'ont pas le droit de montrer ça. Moi, je ne suis pas contente, je vais écrire au CSA. Voilà, il faut dire aux enfants ce qui est bien et ce qui est mal, très tôt. Ça, c'est vraiment très important. Après, il faut leur donner des limites. Hein. Eh bien, tu vois, là, tu vas regarder ce film. Bon, c'est mercredi. Bon, tu peux regarder un film en entier, on est d'accord. Hein. Mais pas plus. Après, tu iras jouer. Et donner l'exemple, comme je le disais. Et puis, si on peut constituer une... Bon, maintenant, on a tous les choix, mais finalement, on ne le fait peut-être plus. Une médiathèque familiale. Avec des ressources, des émissions qui sont bien. Des trucs qui sont vraiment... qu'on a envie de faire partager à nos enfants. Qu'on leur montrera à des moments où on a envie d'être tranquille aussi en tant que parent. Parce qu'on a aussi beaucoup de choses à faire. Et la télévision, c'est une récréation, mais ça peut aussi être un moment où les enfants, ben voilà, ils vont faire quelque chose d'intéressant, mais ils seront pas en danger. Donc c'est très important qu'il y ait une médiathèque familiale, vraiment se composer des choses dans lesquelles on aura confiance. Et puis après, il faut le rendre acteur de sa fille, hein, c'est-à-dire, faut l'amener à choisir les activités culturelles, sportives et récréatives qui lui correspondent. Ce sont les seuls antidotes à la dépendance aux écrans, évidemment. Voilà. D'accord, merci pour toutes ces petites astuces qui vont pouvoir aider au quotidien. J'aurais une dernière question. Quelles sont les conséquences possibles d'une surveillance insuffisante des parents sur l'utilisation des écrans par les jeunes? Eh bien, elles peuvent être catastrophiques. Hein. Il y a plein de parents qui sont complètement désemparés par l'exposition aux écrans, qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus comment faire, parce que leurs enfants sont déjà addicts. Parce que leurs enfants, quand ils deviennent un petit peu grands, deviennent violents vis-à-vis d'eux, quand ils veulent arrêter. Quand on en arrive là, je crois qu'il faut appeler de l'aide au niveau de psychologues, etc. Mais ce qu'il faut, c'est essayer qu'on en arrive là. C'est-à-dire, si on donne des habitudes tout petits à l'enfant, de dire, tu vois là, tu peux regarder, c'est ton moment. Mais après, tu joues, tu fais un dessin, tu fais un coloriage. Tu fais un jeu de construction, ou bien tu viens m'aider, viens, on va préparer une soupe, regarde, tu peux sortir la vaisselle du lave-vaisselle, tu peux me donner un petit coup de main, après j'aurai le temps de jouer avec toi, ou je te raconterai une histoire, ou bien on ira se promener. Voilà, il faut absolument que les parents intègrent leurs enfants dans la vie familiale, ça va leur donner confiance, ça va libérer du temps pour les parents, et ça va créer une harmonie. Vraiment, il faut créer le climat. Quand l'enfant est vraiment très très dépendant, je sais que c'est extrêmement difficile, c'est la guerre. C'est la guerre. Il y a des parents qui se sont regroupés dans un groupe Facebook qui s'appelle « Pas de smartphone avant 15 ans ». Mais bon, ça c'est par rapport au... Et là, ils s'entraident eux-mêmes, ils se donnent des idées. Donc peut-être que, justement, j'ai rebondi sur votre question de tout à l'heure. Par rapport aux enfants plus jeunes, ça n'existe pas de groupe comme ça. Mais les parents sont en demande et ils auraient besoin de partager des expériences ou des astuces. Bah tiens, moi j'ai fait ça avec mon fils et puis ça marchait. Mais ce que je conseille aux parents, c'est il faut être fort, hein. Il faut être fort. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Il faut tenir le coup. Dire écoute là, tu viens de jouer 2 heures. Maintenant ça suffit. On ferme. On va se promener. On fait des choses. Moi, faut partir de l'amour qu'on a pour ses enfants. Faut dire tu sais moi je t'aime. Je vois que là, tu es en train de mal partir. Là, tu me fais peur. Là, tu te mets en danger. Là, moi, je ne veux pas te perdre. Je veux pas que tu finisses mal. Je veux pas que tu rates tes études. Je veux pas que tu n'aies rien dans la vie, que tu sois désespéré et que tu gâches ta vie. Donc,
écoute, là, on va faire quelque chose, on va discuter, qu'est-ce qu'on peut faire? D'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, tu vas mal. Tu connais des copains qui sont comme ça. On peut pas supporter ça. On va trouver une solution. On va en discuter ensemble. On va parler. On va trouver des... Il faut absolument responsabiliser l'enfant, mais surtout à partir de l'amour qu'on a pour lui. Hein, c'est pas une punition, c'est pas de leur faute aux enfants s'ils sont comme ça. Les écrans ont été créés pour être addictifs par des gens extrêmement intelligents qui ont créé une nouvelle science qui s'appelle la captologie. On ne peut pas résister aux écrans. Donc faut leur dire aux enfants. Et il y a une petite vidéo qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Je vous la recommande. Ça s'adresse plutôt à des plus grands, mais bon, les jeunes enfants peuvent en comprendre une grande partie. Et on voit la manipulation qui est faite, justement. Il faut montrer aux enfants que vous êtes manipulés par les écrans. C'est pas pour vous faire plaisir, c'est pour que vous soyez devant ces écrans, parce que plus vous y êtes, plus les données sont revendues, plus les publicités qui sont adjacentes, elles sont payées cher, plus vous rapportez de l'argent à l'industrie du numérique. Mais c'est pas parce qu'ils vous aiment, en fait, ils vous exploitent et ils vous rendent esclaves. Donc, faut se libérer de ça. Les écrans, on s'en sert, on en prend le meilleur, mais on se laisse pas abîmer par eux. D'accord, merci. Je vois que Céline a préparé son petit papier, quelques questions, des réactions. Céline, tu voudrais prendre la parole sur le... Je te remercie. Donc Janine, selon toi, quelles stratégies peuvent être adoptées par les parents pour créer un équilibre entre l'usage des écrans et la mise en place d'activités saines au sein de la famille? Mais ça rebondit un petit peu sur ce que je viens de dire. Je vais préciser que pour les petits-enfants, par exemple, lors des voyages ou dans des rendez-vous à l'hôpital, chez le médecin, on voit des enfants qui sont grondés parce qu'en fait, ils s'ennuient, donc ils bougent. Et les parents n'ont pas pensé qu'ils auraient pu prendre... Alors moi, j'ai inventé une formule, c'est mon petit sac à trésor. Prendre un petit sac. Et dedans, on met un peu de jouets, on met un petit livre de lecture, on met un petit goûter, le nounours, un petit jeu, des petites choses, quelquefois il y a des trucs audio aussi, qui racontent des histoires. Voilà, il faut que l'enfant partout, il ait composé son petit sac à trésor, et c'est à lui, et il choisit, et il va s'occuper, et tout se passera bien. Je voudrais rajouter par rapport à tout à l'heure, Céline, par rapport à la question précédente, que les dangers des écrans, ce ne sont pas que la dépendance aux écrans, c'est l'extrême violence qui est présente sur les écrans et qui imprègne les enfants et qui leur fait peur, mais qui les entraîne aussi. Il y a la pornographie qui est une catastrophe. Ça a des conséquences sur les abus sexuels sur enfants qui sont extrêmement nombreux. On dit que toutes les 3 minutes, un enfant est agressé sexuellement. C'est une catastrophe. Il peut être agressé par des adultes, mais aussi par des enfants qui ont vu ça. C'est vraiment... il faut vraiment avertir nos enfants que cette pornographie, elle est vraiment... c'est vraiment quelque chose d'immonde parce qu'elle détruit, elle désenchante l'amour. Elle a tué l'amour. D'ailleurs, elle tue les couples. Elle les abîme et elle crée de la violence. En plus, elle crée une maltraitance par rapport à la femme, un non-respect incroyable de la femme qui est maltraitée, qui est méprisée, qui est jetée. Faut vraiment dire aux enfants, tu sais, ça c'est vraiment une saleté. C'est pas quelque chose. La sexualité entre adultes, c'est quelque chose qui existe. Ça existe. Mais la pornographie, c'est complètement autre chose. C'est quelque chose qui détruit tout. Et on en arrive même maintenant, j'ai lu que de plus en plus de jeunes couples ne font même plus l'amour. Tellement ils ont été dégoûtés par ce qu'ils ont vu dans ces pratiques. Voilà. Alors on en arrive que l'amour n'est plus partagé moralement et physiquement à cause de cette pornographie. Donc moi je l'ai vraiment en horreur et je le dis clairement. Il y a eu beaucoup de complaisance par rapport à la pornographie. Je trouve que c'est vraiment un venin dans notre société et dans la relation harmonieuse des couples. Voilà, je tenais à le dire. Je vais me permettre de vous lire un petit peu mon affiche par rapport au smartphone, parce qu'on disait les bonnes pratiques des parents. En tant qu'exemple, le smartphone, on l'a tout le temps avec nous et on oublie quelquefois les autres. Alors, je ne suis pas parfaite, mais je me suis dit peut-être qu'on pourrait essayer de commencer par là. Quand l'exemple est donné par les parents, tout le monde est gagnant. Alors, pas de portable à table. Comme ça, on se parle, on se confie, on en a besoin.
en famille, avec des amis, en réunion, je mets le mode avion. Et le soir, pour un bon sommeil, tous les écrans à la corbeille. Mieux dormir, tout le monde en rêve. Eh bien, c'est très enrichissant tout ça. Ali, est-ce que tu souhaites avoir une petite réaction avec tout ce qu'on a entendu de Janine? Exactement. Pardon, j'ai une question pour Janine qui n'était pas préparée. Alors, qu'est-ce que tu penses, Janine, parce qu'on parle souvent de la responsabilité des parents, la responsabilité chez les jeunes. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a d'autres éléments qu'on doit parler? Je me suis rendu compte lors de nos échanges plusieurs fois qu'il y a les géants de net, il y a le gouvernement. Récemment, le président il a parlé dans une conférence qu'il faut aussi remettre un cadre. Est-ce que tu ne penses pas que la responsabilité aussi, ça peut être partagé aussi et est-ce qu'à la fin, on a une vraie politique nationale autour de ça? Je partage ta question, Ali. Je l'ai dit clairement depuis 30 ans. Les gouvernements ne font pratiquement rien pour protéger les enfants de la violence des écrans. Monsieur Macron vient de nous faire de belles annonces. Mais on a eu des annonces. Enfin, moi, j'avais participé. Enfin, j'ai connu un protocole de prévention à l'exposition des mineurs à la pornographie en 2018 que j'ai combattu parce qu'il partait de les constats étaient minimisés, tout était minimisé et les préconisations qui ont été données, c'était dire aux parents de mettre un contrôle parental. Et on voit le résultat aujourd'hui. La prévention, ce n'est pas de la protection. Et on va encore nous parler de prévention cette fois-ci, j'ai bien peur. Donc si c'est entendu du gouvernement, cette émission, j'en serais ravie. Janine, une dernière petite chose pour moi. Tu fais partie d'un collectif qu'on appelle le collectif Cause. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors c'est un collectif brillant. Il s'appelle le collectif sur exposition aux écrans. Et il est composé de pédiatres, pédopsychiatres, médecins de PMI, psychologues scolaires, psychologues cliniciennes, orthophonistes, infirmières scolaires, enfin des gens de terrain qui ont des connaissances et qui les présentent sous forme de conférences mais aussi ils sont souvent édités dans des journaux comme Le Monde, Le Figaro, enfin ou à la télévision. Alice Ducanda par exemple a participé à Zone Interdite là sur M6 dernièrement, c'était remarquable. Sabine Duflot qui est aussi à l'Arcom, à l'ancien CSA, fait partie des consultants, intervient régulièrement sur les radios ou à la télévision ou dans de grands journaux. Marie-Claude Bossière est pédopsychiatre, elle publie aussi régulièrement, enfin toutes ces personnes. Sylvie Ozica est pédiatre et elle est passée sur Télématin. Elle a d'ailleurs ouvert un site de consultation par rapport aux écrans sur Paris. Voilà. Donc ces gens-là travaillent très bien et je vous recommande le site de Cause qui est extrêmement riche et extrêmement référent. Alors oui, Ali me montre un joli papier et me demande d'annoncer parce qu'effectivement notre association a bientôt 30 ans. Et donc je vais organiser ces 30 ans le 27 novembre à l'Abbé Saint-Jean. Voilà. Et j'inviterai Alice Ducanda et Sabine Duflot, enfin je les invite, je sais qu'elles vont venir, et aussi 2 cardiologues locaux qui viendront alimenter voilà cette belle conférence. Je crois que ce sera intéressant pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Janine pour toutes ces précisions. On ne manquera pas votre événement que vous nous avez dit juste à l'instant. Je pense que dans l'Assemblée, il n'y a plus de questions. Eh bien, je propose que nous allons clôturer cet échange qui a été très riche. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Auditeurs, auditrices, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions et pourquoi pas animer ou participer à cette web radio pour nous faire découvrir votre passion, vos talents. Ça sera un très grand plaisir pour nous. On vous dit à bientôt et pour une nouvelle découverte de la web radio au centre Audrey Barthier. Salut, à bientôt, bye bye. Bye bye.